Bien, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Merci à toutes et à tous d'être là. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Donc, nous sommes évidemment très, très heureux de nous accueillir en nombre. Ce qui fait que pour l'organisation de ce webinaire, nous allons couper les micros et nous vous demanderons d'utiliser le canal de discussion, le chat, pour poser vos questions et nous essaierons dans la mesure du possible d'y répondre en séance et sinon, nous prendrons toutes ces questions pour y répondre plus tard. Donc, bienvenue pour ce webinaire, premier webinaire, comment se préparer à la mise en production de la gestion administrative. Donc, nous sommes ici dans un contexte de mise en œuvre très concrète de WinPay plus RH. Vous aurez l'occasion de le voir aujourd'hui avec Christophe Laurier et Sébastien Pérez qui assureront l'animation de ce webinaire sur ce thème. Ce premier webinaire arrive dans une série de 3, donc aujourd'hui 27 mai. Nous aurons le 3 juin un deuxième webinaire qui sera consacré à la reprise de données manuelles et l'activation d'un dossier titulaire. Et le 17 juin, nous serons toujours dans le contexte de la reprise de données manuelles, mais cette fois avec l'activation de la gestion du contractuel et du vacataire. Alors, quelle est l'actualité 2021 de WinPay plus RH ? Nous sommes dans une phase où une première vague de clients s'est engagée dans la reprise des données de carrière, qui est le préalable à la mise en production de l'application chez ces clients. Cette phase a été l'occasion, en parallèle, de travailler sur la finalisation de la première version de WinPay plus RH, avec un gros travail de fiabilisation au fur et à mesure de l'avancement de la reprise de données. Très concrètement, pour chaque reprise de données de carrière d'un agent, on a été obligé de remonter quelquefois assez loin dans le passé, reconstruire les référentiels qui ont permis les mouvements de carrière à l'époque considérés. Donc, en fait, ce travail qui a été fait avec les premiers clients va bénéficier à l'ensemble de la communauté des clients qui va trouver une base extrêmement complète de référentiels et des mouvements de carrière qui ont été fiabilisés puisque effectués concrètement dans l'application. Tout ça pour un objectif de première mise en production de la gestion administrative chez ses premiers clients en juin. Et ça s'étalera évidemment en fonction des calendriers des clients. Une période dite de double paie, d'observation, qui conduira ces clients à partir de juillet à rentrer en mise en production, paie, remise objectif, on va dire réaliste, à partir de septembre. On ne fera pas de mise en production en plein mois d'août. Ce serait quand même un petit peu risqué. Alors, quelques rappels. Qu'est-ce que WinPay plus RH ? C'est un SIRH intégré, gestion administrative et paie, qui a été développé par CEGAP pour la fonction publique d'État. Quand on dit SIRH intégré, très concrètement, c'est le fait d'avoir des mouvements de carrière qui déclenchent les mouvements de paie. Et même qu'il n'y ait pas de mouvement de paie ou très peu qui ne soit pas la résultante d'un mouvement de carrière. C'est bien entendu l'objectif d'éliminer les doubles saisies bien connues entre des systèmes de gestion administrative, de gestion de carrière et des outils de gestion de la paie comme WinPay. On pense tout de suite évidemment aux gains de temps associés, pas de double saisie. Moi, j'insiste surtout sur les gains en fiabilité. On constate effectivement auprès de tous nos clients que là où des gestions de carrière ont été faites de façon dissociée de la partie de la gestion de la paie, on trouve des informations qui ne sont pas cohérentes d'un côté et de l'autre. Et une partie du travail, d'ailleurs, des projets de reprise de données avec les clients consiste à concilier ces systèmes et les informations qu'ils contiennent. Un point important est que lorsque nous avons conçu WinPay plus RH, nous l'avons voulu d'abord utile et agréable à utiliser pour les utilisateurs, c'est-à-dire les gestionnaires RH. Et donc, notre premier objectif a été de bâtir une interface utilisateur qui soit la plus ergonomique possible, intuitive, bien entendu compatible sur les différents supports ordinateurs, interface web, mais tablettes, smartphones. Et à ce jour, les retours que nous avons de nos clients et des gestionnaires qui
regardent la solution et la prennent en main sont plutôt très positifs sur la qualité de cette interface et le fait qu'il est agréable de l'utiliser, que c'est assez intuitif. Enfin, et ça n'est pas le moins important, WinP plus RH a été homologué par la DGFiP le 1er septembre 2020. C'est le permis de conduire dans le domaine de la PA-façon qui a été attribué à notre solution. Un point qu'il apparaît souvent utile de rappeler, c'est que nous sommes pleinement éditeurs de notre solution. Dit autrement, WinP plus RH ne repose pas sur un socle d'éditeurs tiers, ce qui est le cas d'un certain nombre de solutions du marché. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, comme tous les choix. L'inconvénient, il a fallu qu'on parte d'une feuille blanche. On n'avait pas déjà des choses qui existaient sur lesquelles on aurait pu repartir. L'avantage, c'est qu'en partant d'une feuille blanche, nous avons pu concevoir l'application comme nous avions envie de le faire, sans contrainte. Ça a pris évidemment plus de temps que si nous étions partis d'un socle préexistant. Tout au long de cette phase de conception et de développement, nous avons été accompagnés par les établissements partenaires, certains de la première heure et d'autres qui sont arrivés en cours de route. On en reparlera dans un instant. Et ces établissements ont eu, au fur et à mesure, la livraison des versions intermédiaires au fur et à mesure de l'avancement des développements et ont pu directement les tester et nous faire leur retour de ce qui, leur point de vue, était bien, de ce qui, leur point de vue, était moins bien ou incomplet ou à revoir. C'est ainsi que, avec ce travail qui a pu être fait sur les élections successives dans toutes ces phases de développement, nous avons pu d'ores et déjà intégrer dans l'application des retours, des améliorations, des ajouts, des modifications, pour parvenir à un niveau sans doute de maturité au moment de la première version, la V1, qui sera probablement un peu plus fort que ce qu'on a l'habitude d'avoir lors de la conception de logiciels. J'ai parlé des clients partenaires de la première heure et de tous les autres qui nous ont rejoints. Nous avons aujourd'hui 31 clients de WinP plus RH. Vous voyez les noms qui s'affichent. Ces clients appartiennent pour une bonne part à l'enseignement supérieur à la recherche. On trouve tout un ensemble de grandes universités. Si je fais un rapide tour de France, de l'Université de Lille, l'Université de Savoie-Mont-Blanc, d'Avignon, Montpellier 3, Paul Valéry, l'Université Côte d'Azur à Nice, Paris 9 Dauphine, et de grands établissements comme CNAM à Paris, et tout un ensemble d'écoles. Je pense à Sciences Po Rennes, qui est un peu notre client pilote dans cette phase que je viens de décrire, de reprise de données, d'avancement dans la fiabilisation, Sciences Po Lille, il y a le Paris, et encore l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et puis des établissements qui ne sont pas dans l'enseignement supérieur. En tête de liste, vous trouvez la GRASC, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Vous pourrez parler aussi, par exemple, de l'ENI. 31 clients, donc, qui nous accompagnent et qui vont progressivement, en vagues successives, rentrer en production avec WinP plus RH. Il est temps pour moi de passer la parole à Christophe Loreiller et Sébastien Pérez qui vont vous présenter le programme, le contenu de ce premier webinaire. Oui, merci. Donc, voici le programme de ce webinaire qui va se dérouler en 5 étapes. Première étape, nous allons voir le schéma du processus de déploiement. Vous obtiendrez ainsi une vue d'ensemble sur la mise en place de WinP plus RH. Puis en deuxième étape, nous allons découvrir les prérequis qui sont nécessaires pour la reprise de données, donc qui va se matérialiser par le paramétrage de certaines fonctionnalités au sein de WinP plus RH. On verra les éléments utilisés dans les nomenclatures, tels que les types de structures, les types de local, et dans les référentiels pour les corps, ainsi le paramétrage des mouvements de carrière permettant le cadrage et la simplification des saisies pour les gestionnaires. Une fois ces prérequis réalisés dans l'application, nous passerons à l'étape 3 avec la préparation de la reprise de données elle-même. On verra les méthodes de saisie et les phases de reprise de données
avec les éléments nécessaires à cette saisie sous la forme d'exemple. En 4, nous verrons le paramétrage pour la mise en place du contrôle des dossiers de paye avec les codes nécessaires à l'EDGFIP ainsi que les codes de gestion et codes poste. Également, nous prendrons connaissance du schéma d'activation des dossiers de paye. Ce schéma va nous aider à comprendre l'enchaînement des actions à réaliser en partant de la validation de la reprise de la gestion administrative jusqu'au début de la recette de la paye. Et enfin, en 5, l'étape de préparation à la mise en production de la paye au travers du processus de double saisie. Nous allons tout de suite commencer donc par l'étape 1 qui est le processus de déploiement. Et Sébastien, je te passe la parole pour nous commenter ce schéma organisationnel de déploiement. Merci Christophe. Du coup, donc ce schéma, il est assez général. Il s'inspire de l'expérience qu'on a des déploiements qui sont menés avec nos clients actuels. On voit qu'il y a 4 grandes phases, 4 grands temps dans le déploiement qui sont suivis de manière classique pour les projets chez nos clients. Donc, on voit tout d'abord qu'il y a une phase de reprise de données qui est assez importante. Donc, c'est vraiment la première étape cruciale du déploiement. C'est une étape qui est en fait multiple, puisqu'elle concerne aussi bien la mise à jour de certains paramétrages qui seront utilisés ultérieurement par l'établissement et la création de ce que je vais appeler le squelette de l'application. Dans le squelette, je vais inclure la saisie des organigrammes, des locaux, des emplois postes, qui sont toutes ces données qui vont vous permettre ensuite de se rattacher à d'autres données plutôt liées aux individus ou aux dossiers administratifs cette fois-ci. Et donc, la dernière phase dans la reprise de données, c'est la reprise des dossiers administratifs des agents qui va nous occuper dans les projets. On voit qu'il y a un deuxième temps dans le déploiement qui est l'activation et le contrôle des dossiers de paye. Donc là, il s'agit de vérifier la cohérence entre les infos qui sont détenues par la DGFIP et puis celles qui sont générées par l'outil au regard des saisies effectuées par les gestionnaires de l'établissement. À ce stade, voilà, on voit qu'il y a l'utilisation de 2 outils de GA et de WinPay plus RH. WinPay plus RH, à ce stade, n'est pas utilisé dans ses possibilités paye en production. Je veux dire par là qu'il n'y a pas nécessité de garantir une double saisie parfaite sur les éléments de paye à ce stade du projet. Voilà. Ensuite, le troisième temps, on va être sur la recette paye. À ce stade, potentiellement, il peut être décidé d'avoir abandonné l'outil de gestion administrative précédent du client pour utiliser WinPay plus RH. Il y aura néanmoins la nécessité de maintenir une saisie en parallèle sur l'outil de paye du client actuel et sur WinPay plus RH. Et donc, WinPay plus RH également, faut se dire que tout ce qui est saisi, ça va être des saisies administratives pour la plupart, desquelles vont découler la paye. Et puis également les saisies purement paye, par exemple des saisies d'indemnité. Donc là, voilà, on est sur une double saisie. Et la dernière phase, c'est la mise en production, où là, on utilise le logiciel WinPay plus RH exclusivement. Et il est possible pour l'établissement de couper son système de GA et son système de paye actuel. Pour aller un petit peu plus loin sur ces différentes phases, donc si on reprend la première phase, celle qui est liée à la reprise des données, on va voir, et puis ça va être détaillé dans le webinaire qu'on va réaliser, qu'il va y avoir un premier travail qui va porter sur l'adaptation des nomenclatures qui sont dans l'application et la réalisation de certains paramétrages fonctionnels, par exemple le paramétrage carrière qu'on verra un petit peu plus tard. D'autre part, il y a un travail de reprise de données qui sera potentiellement semi-automatisé concernant les structures locaux, les emplois postes, ainsi que, en fonction des clients, éventuellement les informations personnelles des agents. Alors, on parle là de phase semi-automatisée. Pourquoi? C'est parce que Sega offre la possibilité pour ses clients de passer par un import de données via des gabarits, en fait des fichiers Excel à compléter par le client. Au choix du client, il peut également décider de passer par une saisie complète selon la volumétrie des informations. Donc là, on est vraiment dans les premières données renseignées sur lesquelles, dans le cadre du déploiement de l'application, il peut être intéressant de s'interroger, de mener un travail de réflexion. Si on prend l'exemple des structures, par exemple, à savoir de l'organigramme, il s'agit d'informations sur lesquelles l'application va s'appuyer continuellement par la suite.
Et donc, bien entendu, il y a un accompagnement des chefs de projet CGAP sur ces sujets dans le cadre de réunions projet, d'ateliers avec le client. Et donc, la dernière phase cruciale au niveau de la reprise de données, on en a un petit peu parlé, c'est la reprise de données carrière des agents, qu'on appellera dans le document qui va suivre la phase B. Donc, ça concerne aussi bien les contrats pour les agents contractuels que différentes informations, donc les grades, les échelons, les modalités de service, les absences suspensives pour les personnels titulaires. Dans ce webinaire-là, on va se focaliser sur la reprise des données manuelles et on va vous faire une petite démonstration. Et donc, lors de cette phase, la procédure de récupération des informations carrière des agents est mise à disposition de façon organisée, que ce soit sous la forme de dossier papier, si par exemple il n'y a pas forcément de SIRH, ou de manière électronique. C'est quelque chose de crucial. Il faut essayer de s'organiser avant au maximum pour réaliser une reprise de données qui soit la plus simple possible pour les établissements. Ces données carrières, elles sont divisées, notamment pour les établissements soumis à l'envoi d'export-retrait CIR, entre la partie carrière active, donc la période où l'agent est présent dans l'établissement, et les services antérieurs qui recueillent toutes les périodes où l'agent était dans d'autres établissements avant d'intégrer l'établissement actuel. C'est vraiment la qualité de ces saisies qui va déterminer la suite des travaux, car c'est vraiment de la saisie des éléments administratifs que vont dépendre les informations de paye qui sont transmises à la DGFiP derrière. À partir du moment où on a démarré la reprise de données administratives, il convient de veiller à retranscrire les informations dans les deux outils de gestion administrative. Donc c'est ce qu'on voit là dans les outils. On maintient tous les outils. À ce stade, donc à la fin de la reprise des données, il y a un jalon de mise en production de la gestion administrative qui va permettre à l'établissement de faire le choix d'abandonner potentiellement son SIRH de gestion administrative actuel. Pour en dire un petit peu plus sur le deuxième temps, l'activation et le contrôle des dossiers de paye maintenant. Donc c'est une phase qui n'est pas à négliger. Il s'agit de s'assurer de la concordance des informations entre le logiciel WinPay plus RH et les données qui sont déjà détenues par la DGFiP pour vos agents qui sont en paye à façon. Cette concordance, elle doit être contrôlée aussi bien au niveau des paramétrages de l'application, donc on va le voir un petit peu, mais la création du code établissement, les codes poste, les codes gestion, mais surtout, et c'est le plus important, sur le dossier de paye généré par l'application. On va vérifier par exemple le numéro de dossier, les codes statut, les codes cotisation que WinPay plus RH a appliqués sur le dossier de paye. On vous montrera ultérieurement les principales informations à contrôler. Et à l'issue de cette phase, la phase d'activation et de contrôle des dossiers de paye, ce qui va se passer, c'est qu'on va générer une prise en charge fictive des dossiers un mois avant le début de la recette paye. Et on va générer une bande geste, mais qui ne sera pas transmise à la DGFiP. Donc on est vraiment sur une prise en charge fictive à ce stade. Sur la partie recette de la paye, donc le troisième temps, cette recette, elle s'articule clairement autour d'une double saisie des éléments GA et paye dans WinPay plus RH et dans l'outil de paye utilisé par l'établissement, et d'un contrôle, cette fois-ci pas des dossiers de paye, mais des mouvements de paye qui vont passer sur le mois. Donc le contrôle, il sera effectué avec des outils qui seront fournis par CGAP, qui permettent de contrôler les bandes gestes transmises avec les deux outils et de vérifier la cohérence des deux. Et donc à la fin de ce dernier jalon de la recette paye, il y a la possibilité de basculer en production. Voilà, j'ai essayé de vous décrire le schéma classique de déploiement de WinPay plus RH. Merci Sébastien. Et nous allons donc continuer. Je me permets d'intervenir puisque j'en profite pour suivre les échanges qui commencent à être bien animés avec les participants. Donc, merci beaucoup de poser toutes vos questions sur le chat, puisque vu le nombre que nous sommes et pour essayer de respecter le timing, nous avons choisi de permettre, en tout cas jusqu'à la fin, des interventions par audio. Donc, j'en profite pour préciser. On essaie de répondre au fur et à mesure aux petites questions qui arrivent là dans le fil de discussion. Celles auxquelles nous ne pouvons pas répondre parce que c'est un petit peu long, etc., nous les notons et toutes les réponses seront apportées après le webinaire pour des réponses qui nécessitent un petit peu plus de détails, d'argumentation, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas votre réponse instantanée dans le fil de discussion, c'est qu'elle est notée et que vous l'aurez plus tard. Voilà, je te rends la parole, Christophe. Merci.
Merci Patrice pour ces précisions. Donc, nous allons passer donc à cette étape 2 après l'explication, c'est vrai, de ce schéma général. Nous rentrons dans le détail et nous allons commencer par voir cette partie paramétrage avant reprise de données. Alors, dans l'application, vous avez des nomenclatures et des référentiels. On va en parler encore à suivre dans les slides. Donc là, on a pris l'exemple dans les nomenclatures pour des choses que vous pourriez avoir à ajouter dans l'appli. Alors, on a, nous, déjà mis des types de structures, bien sûr, et des types de locaux, mais on vous montre en démonstration comment un petit peu comment ça va se passer parce que vous pouvez être amené à enrichir de votre côté également ce que nous avons mis dans l'application. Alors, les types, avant de voir dans l'application, donc les types de structures incluent des composantes génériques que nous avons mis dans l'appli et des composantes personnalisées que vous allez justement pouvoir gérer vous-même. Donc, nous avons déjà intégré comme composantes génériques les types établissement, direction, service. On a ajouté également des composantes de type école, équipe de recherche et pôle. Donc, d'autres types de structures vont pouvoir être ajoutés par vos soins, soit via le remplissage des gabarits, entre autres le gabarit structures locaux, voire via l'application si votre établissement a un volume plus restreint d'informations à saisir. Alors, nous allons voir l'exemple avec les types de structures. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'application, vous voyez qu'ici, nous sommes à l'accueil. Nous avons un ensemble d'accès sous forme de modules. Et là, je clique sur le module administration pour aller voir les nomenclatures. Donc, à chaque fois, en haut, j'ai des onglets qui me permettent de rentrer dans différentes thématiques de l'administration. Là, je vais passer par l'onglet référentiel et j'ai un menu contextuel dans cet onglet qui me permet soit d'aller vers les nomenclatures, soit les référentiels à proprement dit. Alors, la différence entre les deux, c'est que les nomenclatures, vous pouvez les mettre à jour vous-même, vous pouvez rajouter des informations, alors que les référentiels sont gérés par nos soins. Voilà comme ça se présente. Donc, vous avez dans la colonne de gauche une case de recherche. Vous tapez les premières lettres de ce que vous recherchez. Donc là, j'ai besoin des types de structures. Et voilà, au milieu, j'ai mon tableau avec les différents types de structures que je vous ai cités voilà quelques secondes. Et on voit en bas à droite que nous avons un bouton ajouter. Alors, on a aussi des pages de suite. Donc là, juste un petit exemple de test de saisie. Donc, vous voyez comment se présente ce formulaire. On demande en général pour tous ces éléments d'information un code, un libellé court, un libellé long et une date une date en vigueur, une date d'ouverture, avec éventuellement une date de fermeture si l'information n'est plus à utiliser. Voilà, on remplit, c'est juste un petit test de remplissage pour que vous puissiez voir après qu'on retrouve l'information ailleurs. Alors, on peut saisir directement, on passe par un calendrier pour les dates, on enregistre. Voilà, et j'ai mon information qui est bien affichée ici dans mon tableau. Alors après, je vais aller faire un petit tour du côté des organisations. Donc, on gère les structures organisationnelles. Alors, je vais passer dessus. Voilà, donc on voit qu'ici, on a une arborescence avec les structures organisationnelles de l'établissement. Et puis à côté, j'ai le choix aussi locaux. Donc, on va juste regarder dans les structures, les types de structures. Voilà, donc voilà comment on retrouve. Je retrouve juste ma valeur qui vient d'être créée, qui se retrouve dans la liste déroulante, en plus des composantes génériques que CGAP a mis dans l'application. Voilà pour cette partie. Alors, on peut voir aussi les types de local. Je rentre à nouveau dans le module administration. Je vais dans les référentiels, nomenclature. Le principe fonctionnel est le même.
Donc là, j'ai fait type de local, je recherche, j'ai ma liste, vous voyez, donc on a une liste de types de locaux, les bâtiments, les bureaux, les étages, les sites, avec possibilité bien sûr d'en ajouter. On a ici, pour ceux qui ne connaissent pas notre application, vous avez ici les petits crayons qui permettent d'aller modifier l'information si on a besoin. Voilà. Et donc là, je vais aller à nouveau dans les organisations, cette fois-ci dans l'arborescence des locaux, juste pour vous montrer où on retrouve, voilà, vous voyez, on retrouve cette information. Là, je suis sur un bâtiment. Donc, sur un bâtiment, j'ai le type local bâtiment. Si je vais sur les bureaux, j'ai le type de local bureau. Voilà, tout simplement. Voilà pour cet exemple. Alors maintenant, du côté des référentiels, on a pris l'exemple des corps. Donc, on va regarder dans l'application. Donc, cette fois-ci, là, ce sont des informations mises à jour par CEGAP. On s'appuie sur les travaux du CISIR pour maintenir à jour les référentiels. On peut aussi être amené à les faire évoluer sous votre impulsion selon le cas de chaque établissement. Donc ça, ce sont des points qui s'étudient avec votre chef de projet et notre MOA. Donc là, je veux juste vous faire la petite démonstration au niveau des corps. Donc je rentre dans l'administration. Je vais cette fois-ci dans les référentiels à proprement dit et je vais aller faire une recherche. Donc, vous voyez, le principe fonctionnel est le même sur les corps, voilà, qui s'affiche ici. Et j'ai cette liste avec un nombre important de pages, puisque c'est un référentiel important. En haut, nous avons la possibilité sur tous ces tableaux de faire des extractions en Excel ou bien de faire des impressions des valeurs, des listes de valeurs en PDF. Alors, il y a une case de recherche. Voilà, juste un petit exemple. Donc, vous voyez, j'ai tapé le code d'un corps qui est attaché d'administration d'État. Donc, retenez simplement ce code et ce libellé, puisque je vais vous montrer tout de suite là l'affichage de ce corps en situation de saisie directement dans un des écrans de nos workflows. Voilà, il est ici. Donc, je passe maintenant sur la recherche d'un dossier d'un agent. Donc, je suis ressorti, j'ai cliqué sur le logo WinP plus RH, ça me ramène à l'accueil. Donc là, je tape les premières lettres d'un dossier et je vais aller sur le dossier de cet agent, juste pour vous montrer comment ressort le corps en situation de saisie. Donc, je vais sur dossier administratif. Alors, on reviendra un peu là-dessus à d'autres moments. Je vais sur carrière administrative dans mon menu à gauche. Donc, il y a un rappel un rappel des informations. Je passe assez vite là-dessus. Voilà. Donc là, on est typiquement dans les modes de saisie de WinP plus RH. On est assisté et cadré dans un workflow. Alors, les étapes dans les workflows sont différentes. Le nombre d'étapes est différent en fonction de ce que nous avons, en fonction du contexte de saisie. Donc là, je suis dans un contexte où je fais une nouvelle demande de carrière administrative pour un avancement de grade. Alors, je suis à l'étape 1 d'information de l'arrêté. Donc, on me demande le type de demande et la date d'effet, et éventuellement le numéro d'arrêté si ce n'est pas vous qui l'avez généré directement, sachant que l'appli sait le faire aussi. Je passe en étape 2 et là, je dois saisir les détails de la carrière administrative. Donc, on me demande le type de personnel. Voilà. Et voilà la liste des corps. Donc, je vais parcourir pour aller au corps qu'on a vu tout à l'heure côté administration. Voilà, c'est le corps 1040, attaché d'administration d'État. Donc, voilà où ça ressort, par exemple, dans un contexte de saisie. Donc, côté nomenclature, vous avez certainement des choses peut-être à compléter de votre côté pour avant la reprise de données. Donc, voilà, c'est des choses à noter. Et puis, ce qu'on a vu en référentiel. Alors, sur ce dont Christophe a montré là, sur les corps, un point intéressant notamment qui peut être noté, vous avez vu qu'il y avait les dates d'ouverture et les dates de fermeture. L'application ne vous propose à la date que vous avez sélectionnée uniquement les corps qui sont ouverts. Donc, vous ne verrez pas
à la date sélectionnée tous les corps qui sont obsolètes et clôturés. C'est une facilité supplémentaire pour l'utilisateur. Alors, toujours dans le paramétrage avant reprise de données, WinPay plus RH vous propose une fonctionnalité en administration qui est le paramétrage des mouvements de carrière. Alors ça vous permet entre autres d'optimiser les temps de saisie des progressions de carrière pour les dossiers des titulaires. Dès lors que les mouvements de carrière relatifs au corps, grade des agents ont été configurés en administration dans cette fonctionnalité, et que cette fonctionnalité a été activée dans l'appli, parce qu'on peut très bien ne pas l'activer immédiatement, dès qu'elle est activée, la saisie des gestionnaires en fait s'en trouve vraiment facilitée et simplifiée, parce que quand vous choisissez par exemple le type de personnel, ça va déclencher automatiquement l'affichage d'un corps, d'un grade, etc. Donc on gagne du temps. Et c'est aussi finalement un cadrage de la saisie, car seuls en fait les mouvements validés pourront être renseignés. Donc, ça réduit en fait les risques d'erreur au moment de l'enregistrement des informations dans les dossiers. Donc, en fait, comme on le voit à l'écran sur la partie gauche, cette fonctionnalité gère 3 types de mouvements: l'avancement de grade, reclassement intégration et promotion de corps. Donc, on voit sur la droite qu'on a différentes possibilités de gestion. Donc, comme je l'ai dit, on peut activer ou non cette automatisation de la saisie sur les progressions de carrière. On le fait via un fichier de paramétrage. Donc, le déclenchement des mouvements par paramétrage de conditions et groupe de conditions, on va le voir en démonstration. Et puis, comme je le disais, c'est un cadre de saisie quand même qui garantit la cohérence des informations pour ces progressions de carrière. Puis, bien sûr, c'est un outil qui permet de prendre en compte les évolutions de réglementation, en particulier pour les mouvements liés au PPCR, donc le parcours professionnel des carrières et rémunérations. Et puis, pour finir sur cette fonctionnalité, il y aura possibilité alors aujourd'hui, il y a possibilité d'enregistrer ces mouvements de carrière, de les paramétrer via l'appli, comme on va le voir, mais il y aura aussi possibilité de le faire via un gabarit Excel. Alors, passons sur la démonstration. Donc, dans ce scénario, on va saisir, je vais vous montrer comment dans l'appli, on pourrait saisir l'avancement de grade sans ce paramétrage de carrière activé et préparé. Je vais annuler ce que je suis en train de faire en saisie. Je vais aller dans la partie administration et je vais créer ce fameux mouvement de carrière qui va être l'exemple avec avancement de grade. Puis ensuite, je vais retourner dans la saisie pour vous montrer l'automatisme avec l'affichage dans les listes déroulantes. Donc, allons-y. Donc, première partie, je reprends le dossier de Madame Berwan et je vais faire la saisie d'avancement de grade sans l'assistance de ce paramétrage de carrière. C'est ce qui vous permet, pour ceux qui découvrent l'appli, de revoir un petit peu comment se déroulent les choses. Donc là, on rappelle le corps, le grade, éventuellement l'échelon, voilà. Et on a un bouton en bas, nouvelle demande. Donc on revoit un petit peu ce qu'on a vu en début de démonstration avant. Donc on saisit notre date d'effet. On va réindiquer le numéro de notre arrêté. Puis bien sûr, on aura une étape geste qui est prévue pour le dossier de paye. Voilà, donc j'arrive, je choisis mon type de personnel comme on a vu tout à l'heure, quand j'ai montré l'exemple des corps, et je dois saisir évidemment à la main les informations, aller les chercher. Donc je reprends mon corps attaché d'administration d'État, et puis je dois préciser mon grade. Voilà. Et puis l'échelon. Voilà comment ça se passe sans l'aide de notre fonctionnalité. Alors maintenant, je vais en administration et je vais aller paramétrer ce mouvement de carrière. Donc, je ne vais pas aller trop vite. Donc, dans le paramétrage, à chaque onglet, comme je le disais tout à l'heure, nous avons à chaque fois un menu qui change. C'est un menu contextuel. Et donc là, nous allons aller sur paramétrage carrière.
Voilà, et j'arrive sur cet écran. Alors, dans cette zone, nous avons l'ensemble des critères qui vont permettre de filtrer la recherche des mouvements de carrière qui seraient déjà créés. Donc, quand vous arrivez, pour l'instant, le résultat des mouvements, la liste des mouvements est vide, hein, ce qui est normal. Donc là, je ne vais pas mettre de critères, mais je vais simplement cliquer sur le bouton jaune « Rechercher ». Voilà, et là, j'ai mes mouvements. Donc, il y a un certain nombre de ces mouvements qui ont été enregistrés dans notre démonstration. Et il me manque le mouvement pour le dossier de Madame Berwan. Donc, comme je sais que j'en aurai d'autres autres que Madame Berwan, ben, je vais en profiter pour ajouter ce mouvement. Comme ça, à chaque fois, je gagnerai du temps lors de ma saisie. Alors, je vais ajouter avec le bouton un paramétrage de mouvement. Donc, toujours même principe, système de workflow, cette fois-ci 4 étapes. Là, on me demande d'indiquer quel est le type de mouvement. Donc, je vais le préciser, c'est un avancement de grade. Je vais mettre une référence à ce mouvement. Alors, je précise le type d'accès élément de carrière. Et puis, je vais indiquer ma date de début de validité hein, pour la prise en compte de ce mouvement. Je continue, je passe à l'étape 2. Et là, on découvre l'écran. Alors, on a ici, en fait, deux zones très importantes. On a la carrière de départ et la carrière cible. Donc, c'est ces deux tableaux qui vont permettre de passer de la carrière de départ à la carrière cible. Alors, on peut avoir plusieurs carrières de départ qui convergent vers la même carrière cible. Et on remarquera ici qu'on a des conditions d'ancienneté qui peuvent être ajoutées et on utilise les opérateurs et où. Donc, je laisse remplir le formulaire. Donc, du personnel administratif. J'ai précisé le corps qu'on retrouve ici, qu'on a aperçu plusieurs fois déjà dans les démonstrations. Donc là, attaché d'administration. Je vais laisser l'échelon libre, ce qui laissera la main au gestionnaire. Et puis la carrière cible, je remets le même corps. Par contre, je vais changer le grade. Et je vais mettre un attaché principal d'administration. Voilà. Je continue. Il y a d'autres possibilités là, de conditions qui sont, ça va un petit peu vite, d'autres possibilités de conditions qui sont basées sur l'âge, l'emploi pour déclencher ce mouvement de carrière. Et en étape 4, je retrouve mes informations avec ici la carrière de départ. On voit ici donc le grade 04029 et on passera au grade 04030. Voilà. Donc ça me convient. Je termine et j'enregistre ça. Voilà. Donc c'est paramétré. On le retrouve ici, la PAE 2017. Maintenant, je retourne dans le dossier de Madame Berwan pour voir le comportement une fois que les mouvements de carrière sont activés dans WinP plus RH. Donc, on va faire la même manipulation. Donc, on a intégré, on intégrera évidemment les mouvements les plus génériques dans l'application. Hein. C'est prévu. Donc voilà, je rentre la partie étape 1. Voilà, donc très bien. Donc voilà, on s'est aperçu que voilà, le corps a été enregistré, a été saisi automatiquement ainsi que le grade. Donc voilà l'impact que vous avez en saisie. Bien. Alors, nous allons passer maintenant, donc c'était avant préparation, maintenant on passe à la préparation de la reprise de données et nous avons trois méthodes de saisie. Nous avons la saisie via des gabarits Excel,
pour ceux qui ont du volume d'information, donc ils peuvent passer par des gabarits. Il y a la saisie via l'application pour les établissements qui ont des volumes un petit peu plus bas, un peu plus restreints au niveau de ce qu'ils ont à saisir. Et puis, il y a pour les gros volumes et la récupération de données en masse, la reprise de données automatisées qui sera présentée un petit peu plus tard dans d'autres événements. Alors, Sébastien nous en a parlé tout à l'heure, on parlait de phases. Donc, nous avons dans la reprise de données 2 phases, une phase A, une phase B. Dans la phase A, vous remarquerez que nous avons prévu et tout ce qui est information personnelle de l'individu. Donc, pour cela, on le rappelle, hein, donc possibilité par gabarit Excel ou par l'application, hein, puisqu'on est aujourd'hui là sur un sujet qui est la reprise de données manuelles. Et puis en phase B, alors via l'appli ou cette fois-ci, donc par reprise de données automatisées, toujours les informations personnelles de l'individu et puis les dossiers des agents. Alors, on va faire un zoom sur la phase A. Donc, sur les structures, on va commencer. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites de la saisie comme ça de ces éléments, de ces données, vous avez souvent des rattachements entre les données. Donc, il y a parfois un ordre à respecter. Donc là, on a fait juste un petit schéma pour vous dire que une structure peut être attachée à une autre structure. Ça, on l'a vu visuellement dans les arbres, dans l'organisation tout à l'heure avec les structures fonctionnelles ou les locaux. On a bien vu ces rattachements puisqu'il y a une filiation père-fils entre les éléments, ce qui est d'ailleurs le propre d'une arborescence. Il peut y avoir sur les structures une ou plusieurs responsabilités. Donc, on a des listes déroulantes dans les fiches des structures pour pouvoir renseigner ces informations. Une structure peut être localisée dans un ou plusieurs locaux. Et si on regarde sur les locaux, bien sûr, pareil, arborescence, des locaux peuvent être attachés à d'autres locaux. Et un local peut posséder une adresse ou plusieurs, sachant que les bureaux n'ont pas d'adresse, mais les bâtiments en ont. Voilà pour ce petit schéma. Alors, je vais vous montrer maintenant comment ça se passe dans un gabarit pour saisir les informations. Donc, c'est une petite séquence un petit peu longue, mais je vais essayer d'y aller vraiment tranquillement, par étapes, bien vous faire repérer les choses pour que vous sachiez un petit peu comment il faudra utiliser ces gabarits si vous choisissez cette solution de reprise de données manuelle. Donc voilà, je vais utiliser mes petits outils là, mon petit surligneur. Donc, première ligne de ce genre de fichier. Alors déjà, dans ce fichier, en bas, vous avez des onglets. Et ces onglets se lisent de la gauche vers la droite, ce qui correspond en fait à des rattachements. L'onglet nomenclature étant un petit peu à part, on verra comment on va l'utiliser au moment de la saisie. Alors, à la première ligne, vous avez le libellé de colonne. Les libellés de colonne. Ensuite, vous avez les formats des données. Alors, string, ce sont des caractères, des alphanumériques, et 255, c'est le nombre maximum de caractères. Vous avez aussi le format date qui est ici. Donc, on vous demande de respecter ces formats quand vous remplissez ces fichiers. Ensuite, en troisième ligne, on vous indique si ces données sont obligatoires, comme ici, ou facultatives. Ou obligatoire si la structure, par exemple, est un établissement. Donc, vous voyez, il faut bien lire. Et donc là, on a en ligne 4 toutes nos petites indications. Alors, il y a des indications qui précisent où il faut aller dans l'application. Par exemple, voilà, on vous dit les codes académie sont visibles dans administration, le module, on a été plusieurs fois dans les démos, référentiel, voilà, générique. Voilà toutes ces indications. Alors, notre système de récupération, bien sûr, fait la distinction. Il va lire la première ligne pour savoir à quoi correspond la colonne. Et puis ensuite, à partir de la ligne 5, il importe les données. Ça,
il nous fait ça, bien sûr, automatiquement. Je supprime mes petites marques. Voilà. Donc, on démarre. Alors, dans le scénario, on va commencer par saisir. Donc, je suis à la ligne 5, colonne A. On va commencer par saisir le code de notre établissement. On a repris là notre université M, qui est notre code de démonstration. Ensuite, on nous demande de mettre un code de type de structure. Donc, on a une liste déroulante. Effectivement, c'est un établissement. Je l'ai trouvé dans ma liste. Ensuite, un libellé court. Donc, essayez de trouver un libellé court parce que ça facilite la lecture quand on est dans des listes. Et puis, vous pouvez mettre un libellé long. Bon, là, on a mis la même chaîne de caractères, mais on peut distinguer. Ensuite, on nous demande une date d'ouverture à partir de laquelle la structure a été ouverte. Je la remplis, je respecte le format qui est indiqué. Il y a éventuellement une date de fermeture. Et là, on me dit, donnez-nous le code statut juridique. Donc, les codes, il est indiqué que c'est obligatoire si la structure est un établissement, ce qui est le cas. Et on nous dit que c'est visible dans l'application administration référentielle nomenclature générique. Donc, je fais un petit passage vers l'application. Alors, le code, je le connaissais à l'avance, donc je l'ai tapé directement, mais généralement, on ne fait pas la recherche par le code, on fait la recherche par une chaîne de caractères. Je l'ai fait par facilité. Et donc, en fait, vous auriez peut-être tapé EPSCP et voilà, vous avez votre code. Alors, bien sûr, hein, on voit qu'il y a possibilité d'ajouter vos propres valeurs. Donc, je vais mettre 250. Voilà, je suis revenu dans le gabarit. Code académie, donc facultatif, mais fortement recommandé, blablabla. Donc, ça, je ne vais pas le remplir. Et je passe à la partie RNE. Donc, ça va un petit peu vite. Donc, je passe directement dans l'administration et je vais aller chercher numéro RNE UAI. Même principe. Par facilité, j'ai tapé le code pour le trouver plus vite. Bon, bref, il faut taper la chaîne de caractères. On obtient le code et on le saisit dans le gabarit. Alors après, facultatif mais fortement recommandé, bah oui, c'est le code NAF. Donc ça, vous avez vos infos. Code décision à l'origine de la création de la structure facultative mais fortement recommandée. Donc, voilà, on va aller le chercher pareil dans l'administration. Code décision création. Et c'est le CR001 par décret. Donc, je l'ai dans ma liste déroulante cette fois-ci. Ça a été prévu. Il est là. Voilà, je le rentre. Voilà, date de décision à l'origine de la création de la structure. Je crois qu'on voilà, on met la date. Et puis la colonne M, on ne mettra rien. Maintenant, on va faire un rattachement, pas tout de suite, mais j'ai besoin d'abord de créer la sous-structure. Là, il va me manquer une information. Je n'ai que établissement, direction et service, il me faut un pôle. Ce pôle, je ne l'ai pas dans ma liste. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller en bas dans l'onglet nomenclature et je vais rajouter, vous voyez, dans les types de structure, la colonne A, je vais rajouter un pôle. Et une fois qu'il va être ajouté, je vais le retrouver quand je vais faire ma saisie. Alors, bien sûr, quand on fait tout ça, il ne faut pas que le téléphone sonne de trop, il ne faut pas être dérangé, il faut être concentré. Alors, bien sûr, on peut faire aussi, on peut recopier des lignes pour aller beaucoup plus vite parce qu'il y a des informations qui ont la même racine. Donc, ça peut faire gagner du temps. Là, je le fais ligne à ligne, je décompose pour bien que vous voyez, mais il y a des possibilités d'optimiser son travail quand on fait ce genre de saisie. Voilà, donc c'est fini. Donc, je passe en bas sur les locaux maintenant. Alors, je vais créer un local. Et puis, on va avancer comme ça en bas dans les onglets là, de la gauche vers la droite pour finalement arriver à des rattachements directement pour construire l'arborescence, en fait, et faire les rattachements directement à partir du gabarit pour qu'on puisse charger ça après en masse dans l'application. Donc là, je rajoute un bâtiment.
Donc, on me demande une date d'ouverture obligatoire. Et là, je vais créer un bureau. Ce qui me permettra après de faire le rattachement au bâtiment. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas le type de local bureau. Donc, vous voyez, j'ai avancé à la colonne G et je crée BUR. Voilà, je le crée donc dans mes nomenclatures. Une fois que c'est fait une fois, après, bien sûr, on l'utilise à chaque fois. Et puis, si vous recopiez en masse des bureaux, vous allez faire du copier vers le bas avec Excel et vous aurez beaucoup de lignes d'un coup. Donc après, il nous restera à mettre l'adresse et puis on fera nos rattachements. C'est vrai que c'est une séquence un petit peu longue, mais au moins, ça a le mérite de bien montrer comment ça se passe. Parce qu'au début, comme ça, à première vue, ce n'est pas forcément évident de rentrer dans ce genre de document. Donc là, je vais aller chercher mon bâtiment 1 que j'ai créé évidemment précédemment. Donc on voit bien qu'il y a un ordre de saisie. Je mets une adresse principale. Bon, après, je remplis les choses très communes. Là, c'est l'adresse. Hein. Pas de difficulté. Le code postal, ville. Il nous reste la date de début de validité. Ah oui, le pays, les codes, c'est juste pour vous montrer, enfin dans la légende, on explique qu'il faut aller ici dans l'administration. Bon, là, sans surprise, ça va être la France. Donc, et à nouveau, sans surprise, et France, c'est FR, hein, voilà. Enfin, c'est juste pour vous montrer où ça se passe dans l'appli. Donc, j'ai tapé FR et maintenant, je fais mes rattachements pour terminer. Alors, le pôle gestion BIAS, il va être attaché à l'établissement mère que j'ai créé, voilà. Et je vais indiquer, comme l'appli d'ailleurs le demande, si vous le rentrez dans l'appli, hein, ce serait la même chose au niveau des champs de saisie. Voilà, on me demande ces 3 champs. Ensuite, je vais faire un rattachement de local à local. Donc, mon bureau, il va être rattaché à mon bâtiment. Donc, mon bureau 1, rattaché à mon bâtiment 1. Pareil, on me demande une date de début de rattachement. Et puis, je finis. C'est le dernier. Le rattachement, éventuellement, ça, ce n'est pas obligatoire. Par contre, ça l'est une fois que vous renseignez le gabarit. Hein. Voilà, on peut rattacher des locaux à des structures. Alors, ça peut être bien dans l'appli quand on recherche des bureaux. Voilà, c'est un confort visuel et de saisie. Voilà, j'ai terminé avec ce gabarit. C'est un scénario un petit peu long, mais qu'elle mérite bien voir en détail en fait comment ça se passe, hein, tout simplement. Tout à fait. Merci Christophe. Effectivement, sur le remplissage des gabarits, ce que je peux préciser, c'est que dans le déploiement de l'application, il y a un accompagnement assez fort hein, qui est fait par les chefs de projet CEGAP sur le remplissage de ces gabarits. Donc, typiquement, le client peut demander une validation, on peut échanger. Ce que j'avais mentionné tout à l'heure également, c'est qu'on peut discuter du niveau de détail des structures qui vont être intégrées par le client, puisque ça peut être l'occasion aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut avoir comme type d'organigramme présent dans l'outil. Et ça se fait dans le cadre des échanges classiques dans le déploiement du produit. Merci Sébastien pour ton complément d'information. Nous passons donc aux emplois postes. Alors, c'est pareil, hein, vous avez un circuit. Alors, un circuit à respecter quand vous remplissez les choses. Donc là, l'idée, c'est de créer du stock d'emploi. Donc, on passe en fait par des décisions avec leurs mesures. Donc, une décision,
contient une ou plusieurs mesures et ces décisions-mesures ont un impact sur le stock d'emploi via un flux positif ou négatif. Et quand vous voulez attribuer un poste à un agent, quand vous attribuez ce poste, vous devez avoir du stock d'emploi, bien sûr, sinon ça bloquera dans l'application. Alors, on va regarder un exemple assez court hein, de création de poste dans l'application. Donc, vous voyez que là, je passe par une autre brique à l'accueil, un autre module, qui est la gestion des emplois. Donc, j'arrive toujours sur une page d'accueil. Alors, on va descendre un petit peu, voilà. Donc, une page d'accueil avec différents onglets. Là, je suis sur cet onglet accueil qui me présente tout d'abord la volumétrie en termes d'emploi de postes, postes occupés, postes vacants. Il y a une segmentation de cette volumétrie par emploi état ou emploi propre. On distingue ici, donc là, c'est le stock, là, c'est le taux d'occupation des postes. Donc, entre ce qui est occupé état, vacant état, et la même chose pour le budget propre. Une possibilité de demander ces informations via un critère qui est une structure. Donc, il suffit de taper les premières lettres de la structure et elle s'affichera dans cette liste. Et vous aurez un filtrage dans le tableau du bas. Et puis, ce filtrage se fait aussi par ces simples boutons. Je veux tout, je veux juste ce qui concerne le budget état ou le budget propre. Et en dessous, j'ai mes informations sous forme de tableau. Donc, j'ai possibilité d'agir sur le volume d'informations que je veux voir s'afficher dans mon tableau. Ça, c'est très commun. Possibilité de faire des tris des colonnes et puis surtout d'avoir ici le nom des catégories d'emploi, les emplois effectivement dans le stock et puis les postes avec ce qui est occupé et le solde. Donc là, je vais aller uniquement sur… Alors, emploi, c'est pour créer les décisions. Hein. Donc, je vais sur la création du poste. Donc, des filtres de recherche au départ. Hein, voilà. Donc là, j'ai jusqu'à 32 postes. On le voit, j'ai un numéro. On attribue les numéros de postes par l'intermédiaire d'un chrono de 1 à n. Donc là, l'ajout de poste, c'est un workflow. Donc, on remplit cette fiche. Et on voit ici qu'on est arrêté à 32, on va avoir un poste en fait numéro 33 qui va s'afficher dans la liste. Donc, bon, je laisse découvrir ce genre de formulaire pour ceux qui ne les auraient pas encore vus. On précise la durabilité, temporaire ou permanent, et puis on indique le budget. Et puis, on indique aussi si ce poste est destiné à des dossiers pour titulaires ou contractuels ou contractuels. Voilà, je passe à l'étape 2. Je vais préciser le type de personnel. Donc là, on est sur de l'enseignant-chercheur. On va aller chercher un maître de conférence des universités. On va préciser la section CNU, voilà, mathématiques. Et puis, je peux continuer. Donc là, je passe pour les établissements qui gèrent par emploi type. Là, j'ai l'affectation qui se fait. Donc, j'indique uniquement mon établissement mère sans plus de précision. J'ai une quotité en pourcentage. Et puis, j'ai une date d'ouverture de ce poste. Voilà, et puis toujours en bout de workflow, nos récapitulatifs pour voir si on a tout. Alors, on a un bouton retour en bas qui nous permet de revenir dans les étapes, de faire une correction et puis d'avancer à nouveau jusqu'au récap. Et quand tout est bon pour nous, on termine et ça nous permet d'enregistrer en base nos informations. Petit temps de chargement. Voilà. Et vous voyez ici la ligne du poste 33 avec le maître de conférence, avec possibilité dans les colonnes à l'extrême droite qui s'appelle Action, d'aller cliquer sur le petit picto œil et d'aller voir le détail de votre fiche de poste. Voilà. Et là-haut, on a quatre petits liens qui permettent, en fait, ça correspond ni plus ni moins qu'aux étapes du workflow qu'on a rempli à l'instant.
Donc voilà pour la création de postes. Alors, j'en viens maintenant, toujours en phase A, bien sûr, aux éléments nécessaires à la saisie, cette fois-ci, concernant les informations personnelles de l'individu. Donc, comme on l'a dit, possibilité de récupérer ces infos pour les faibles volumes via l'appli, pour les volumes plus importants via gabarit Excel. En bas, vous avez toute la structuration des informations qui composent un agent. Et en rouge, ce sont les informations qui sont vraiment obligatoires. Les autres, vous pouvez y revenir plus tard dans vos dossiers durant l'évolution des dossiers des agents. Alors, sur l'état civil, on va y trouver toutes les informations telles que le nom, le prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, les coordonnées, je pars de la gauche, hein. Les coordonnées adresse, c'est l'adresse physique de l'agent. Les infos complémentaires, on y trouve adresse, email et numéro de téléphone. Alors, ces deux cases-là qui sont séparées là, visuellement, en fait, vous les remplissez automatiquement en même temps que l'état civil quand vous créez un nouvel individu dans l'application. Par contre, les références bancaires étant obligatoires, soit vous les enregistrez ensuite, après avoir créé l'individu, vous le faites tout de suite, ou bien vous pourrez le faire au moment où vous créerez le dossier de paye de la personne. Il faut savoir que cette information-là, ainsi que, entre autres, les enfants et personnes à charge, sont un prérequis à renseigner ou à vérifier avant de créer le dossier de paye. Hein. Sinon, vous ne pouvez tout simplement pas le créer. Donc, pour les informations bancaires, c'est le RIB, hein, sans surprise. Concernant conjoint, alors les informations du conjoint de l'agent, on peut avoir soit une personne, en général, c'est les personnes qui sont externes à l'établissement, mais on prend en compte aussi des personnes qui, le conjoint pourrait être en interne dans l'établissement. Donc, si c'est le cas, il suffira simplement de faire une recherche à partir d'un nom, et là, on retrouvera les informations du conjoint, et le formulaire se remplira automatiquement. Donc, les enfants et personnes à charge, bon, voilà, donc on les remplira. Éventuellement, on peut remplir le contact en cas d'urgence. Ensuite, on propose aussi l'enregistrement de tout ce qui est compétences et formations. Donc, on y trouvera les infos qui relèvent des diplômes, les langues, les qualifications et les compétences. Enfin, on a les informations collectées pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi et tout ce qui est situation de handicap. Et puis, on pourrait finir par éventuellement le renseignement des informations qui relèvent du service national. Donc, voilà un petit peu tous les thèmes qui composent l'information personnelle de l'individu. Merci pour le panel, Christophe. Juste une petite précision sur ce point. Donc, on a fait figurer que sur l'information personnelle des individus, il y a un remplissage qui se fait soit via l'application, soit via Excel. Voilà, je précise quand même pour les établissements qui ont une volumétrie plus importante que ce remplissage il est prévu directement dans la reprise des données qui est prévue automatisée par l'outil R2D2. On va voir un exemple donc comment ça se passe dans l'appli pour ajouter un individu, en particulier pour ceux ici qui nous ont rejoints et qui découvrent l'appli. Donc faisons tourner notre démonstration. Donc là, on va rentrer par la gestion du personnel. Donc toujours pareil, vous arrivez sur un onglet d'accueil qui vous rappelle la volumétrie des informations. Le tableau qui est ici nous rappelle les derniers individus créés. Donc vous n'avez pas toute la liste ici. Hein. En fait, il faut cliquer sur cette petite flèche discrète en bas à droite de ce rectangle bleu. Et là, ça vous amènera à l'ensemble de nos individus. Alors là-haut, je clique sur « Nouvel individu ». Et je suis dans mon workflow individu. Alors, sa date d'arrivée dans l'établissement. Je fais un copier-coller pour mon numéro de sécu. On gère bien sûr l'INSEE définitif ou provisoire si l'agent a un titre de séjour, qu'on peut transformer ensuite bien sûr en INSEE définitif. Je passe à l'étape 2, où là on est sur des informations très classiques de nom, de prénom, de date de naissance.
Alors, il faut savoir que WinPay plus RH, une petite faute sur le prénom, sur WinPay plus RH, en fait, vous pouvez parfaitement travailler principalement qu'avec les touches du clavier. Et on sait que quand on est habitué à travailler de cette manière, on va assez vite et on va même peut-être plus vite qu'avec la souris. Donc, ça permet d'optimiser les gestes. Et donc, en vous servant de la touche tabulation qui est en haut à gauche de votre clavier, vous vous déplacez au fur et à mesure sur les champs. Et avec la touche entrée, vous validez votre saisie. Et là, sur la démonstration, on est en train d'utiliser principalement les deux touches. Là, j'ai tapé FRA très vite au clavier. Hein, j'ai fait tabulation, FRA. La France, c'est ce que je veux. Je fais entrée, paf, c'est saisi. Je fais pareil pour le département. Hein, je tape 0,51. Voilà. Vous voyez, donc ça peut vraiment aller vite. Et ça, c'est une bonne nouvelle quand on a à reprendre quand même des données. Voilà. Et alors, les boutons en bas, les boutons de navigation ou d'action, hein, navigation, c'est par exemple le retour, l'action, c'est annuler ou continuer. Pareil, j'avance avec mes touches de tabulation et entrée et je n'ai pas utilisé la souris. Donc, chacun fera selon ses habitudes. Là, je passe sur l'étape 3, donc remplir l'adresse. Donc, nos référentiels nous donnent nos natures de voix. Une petite précision sur le code postal. Là, je tape le code postal 35520, automatiquement, il va me sortir, par ordre alphabétique en fait, hein, je pense, la Chapelle des Fougerets. En fait, ce n'est pas cette commune qu'il me faut. Donc, il ne faut surtout pas rester bloqué dans cette situation. Et il ne faut pas hésiter à taper les premières lettres d'une autre commune. Voilà. Et en fait, je voulais Montreuil-le-Gast. Hein. Donc, je continue. Info complémentaire. Tout ce qui est courriel et téléphone. Puis on va passer au récapitulatif et on aura terminé l'enregistrement des premières informations de l'individu. Voilà, continuer. Donc, j'ai mon récapitulatif. Tout est OK. J'appuie sur terminer. J'enregistre en base. Petit temps de chargement. Là-haut, message en vert. Enregistrement réussi. Tous nos messages sont indiqués là-haut. Voilà, donc je retrouve mes informations. Je clique sur l'onglet Info perso. Voilà, et je retrouve ici mon résumé sur l'état civil. Donc, on voit ici que quand je disais tout à l'heure que dans toutes mes cases rouges, là, obligatoires tout de suite, et puis les bleus, les bleus, en fait, je peux revenir plus tard. Hein. Je peux renseigner un peu plus tard le contact en cas d'urgence, etc., les compétences de formation. Donc, ça, c'est en fonction de votre organisation pour la reprise de données. Voilà pour cet exemple. Donc, je reviens aux deux phases. Et puis, je vais passer sur la partie dossier phase B, dossier administratif. Donc, en phase B, voici donc les éléments nécessaires à la préparation de la reprise de données manuelle, donc ce qui concerne les dossiers administratifs des titulaires. Donc, on va aborder dans les diapos suivantes la préparation à la saisie et non la reprise de données en elle-même, qui en fait fera l'objet de webinaires suivants, en particulier le numéro 2, qui viendra la semaine prochaine, dont on vous a indiqué les dates tout à l'heure en début de séance. Donc ça concerne aussi bien la carrière active avec la reprise de l'historique dans votre établissement, ainsi que la reprise des informations pour les services antérieurs. Donc, c'est-à-dire l'historique de carrière des agents hors de votre établissement.
Alors, les éléments à préparer, en fait, relèvent de 3 thématiques, comme on les voit ici. Les mouvements de carrière, selon 3 types de mouvements que nous avions vus précédemment: avancement de grade, reclassement, intégration et promotion de corps. Et on a également les éléments qui relèvent de la thématique congé statutaire et congé de sécurité sociale. Alors, si on zoome un peu, pour ce qui est évolution de carrière, position, modalité de service et congé statutaire, donc ces éléments, comme vous le savez, sont matérialisés dans votre gestion par les arrêtés. Donc, en fait, on aura besoin dans ces différents éléments, au niveau de l'évolution de carrière, corps, grade, échelon, de la nomination, du type d'accès, que ce soit au choix, ancienneté, etc., et date de mise en œuvre. Pour les positions, activité, détachement, dispo, etc., le motif détaillé, comme établissement d'accueil, convenance personnelle, etc., et date de mise en œuvre. Pour modalité de service, comme temps partiel, mi-temps thérapeutique, mise à dispo, etc., il faudra le motif détaillé et date de mise en œuvre. Et enfin, sur congé statutaire, motif de congé, bilan de compétences, présence parentale, par exemple, et les dates d'effet, date de fin. Voilà, je passe assez vite là-dessus, mais au moins je vous le signale. Concernant les congés de sécurité sociale, on aura besoin des informations qui sont liées au congé de maladie ordinaire, à minima la dernière année, concernant votre établissement et hors établissement. Donc, motif, date de début, date de fin. Sur les congés longue maladie et congés de longue durée, il nous faut tout, établissement, hors établissement. Motif,
paramétrage. On va aller sur paye, paramétrage DGFIP. Et on va aller voir, voilà, on a notre code correspondant. Nous, on est en RCE là, dans notre démo. Voilà la fiche. Donc, on retrouve ici le fameux code que je vous ai montré en nomenclature. Donc, le rattachement se fait ici. Ici, on précise que nous sommes en autonomie, donc RCE, donc on met oui ou non. Ici, nous avons l'ordre de tri des fichiers, ordre du listing, donc on vous conseille de ne pas y toucher, c'est réglé par défaut, c'est correct par rapport à ce que demande la DGFIP. Et puis, vous avez ici le mois de paye courant. Donc, lors de l'initialisation de WinPay plus RH chez vous, le champ mois de paye courante doit être positionné sur le mois M-1. On va le revoir tout à l'heure avec un schéma que va nous présenter Sébastien. Le M-1, donc du premier mois de paye que vous faites en double. Donc, vous vous positionnerez à la main ici en choisissant votre mois. Après, il faut savoir qu'une fois que la production est lancée, cette information-là va évoluer au fur et à mesure que vous clôturez, que vous lancez des payes, que vous les clôturez. Après, c'est automatique et ça ne se change plus. Ici, on a un réglage qui est spécifique à l'Alsace-Moselle. Et puis ici, pour l'ensemble de l'application, on peut attribuer, on peut gérer, on peut mettre à oui la gestion de la carte 67 pour la journée de carence. Donc, quand vous mettez sur oui ici, ça concerne évidemment tous les dossiers concernés par ça au niveau de l'appli. Et puis là, on a la partie pour les retours des fichiers DGFIP. Je ferme. Donc, vous voyez que c'est le code correspondant XAD. Et maintenant, je vais aller faire un tour dans le dossier d'un agent. Et pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, voilà, on va cliquer sur le petit plus, on va cliquer sur dossier paye. Et voilà, on arrive sur notre dossier paye. Alors, un peu comme le dossier administratif, on a un formulaire de prérequis. Donc là, j'ai possibilité de faire des liens avec le dossier administratif qui me convient. Je dois vérifier, j'ai bien mes coordonnées bancaires. Sinon, il m'aurait demandé, il aurait fallu que je clique sur le petit crayon et il m'aurait emmené, j'aurais quitté mon formulaire de prérequis, il m'aurait emmené dans la rubrique RIB, je l'aurais rempli. Il aurait fallu que je reclique sur le petit plus pour créer le dossier de paye. C'est pour ça qu'il faut mieux le faire avant quand même, ça fait gagner du temps. Voilà. Donc là, j'arrive sur cette étape de dossier de paye et j'ai ma liste, voilà, j'ai mon code correspondant qui apparaît ici. Donc j'annule. Et maintenant, on va passer côté module de paye. Module jaune. Donc, c'est par ici que vous lancez vos éditions de fichiers et que vous clôturez vos payes. On voit ici, voilà, on voit ici qu'on a une liste déroulante qui nous permet d'appeler le bon code correspondant. Ça veut dire que si vous avez deux codes correspondants, vous allez chercher le bon code. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois, c'est ça qui va permettre d'aller lancer les éditions, faire les remises et de pouvoir faire les clôtures de paye, bien sûr, et produire les fichiers. Alors là, si je génère le fichier geste, on va voir où on retrouve le fichier. Donc là, c'est OK. Je télécharge la bande geste. Je l'ouvre. Et je repère mon code XAD, bien sûr. Voilà pour le code correspondant, donc il faudra mettre en place chez vous. Maintenant, les codes de gestion, donc en fait, regroupent les codes postes, donc ils vont permettre de faire des regroupements d'informations, comme par exemple dans le cadre d'une fusion d'établissements. Donc à noter que dans l'appli, il vous faut au minimum un code gestion qui existe. Après, au niveau des codes postes, ils vont vous permettre de segmenter les informations de paye. Donc, exemple, dans une université telle que notre démo, on peut segmenter en matière d'apprentissage, en typologie de personnel, entre les enseignants, les administratifs, ou même en localisation géographique.
Donc, en fait, c'est une analytique de paye qui va permettre de créer des lots de gestion de paye, par exemple, pour ressortir des chiffres, faire des budgets, etc. Donc, les codes POST, en fait, sont à créer par vous, vous, l'établissement, dans WinPay, et il vous faut au minimum un code POST rattaché au code gestion. Donc, on voit ici le schéma, comment se font les rattachements. Donc, si vous êtes utilisateur de WinPay, vous utilisez déjà ces codes qui sont visibles en carte 01. Alors, notez que les codes de gestion ainsi que les codes POST devront être saisis en cohérence avec les données issues de votre outil de paye actuel avant de pouvoir effectuer toute opération liée à la paye dans WinPay plus RH. Donc, une fois que ces paramétrages sont réalisés, il sera possible donc d'initialiser les dossiers de paye des agents et bien sûr de générer les fichiers gestes dans l'appli WinPay plus RH. Alors, juste un petit tour dans l'application pour voir très rapidement où on les retrouve. Déjà en admin, donc je vais toujours dans paramétrage de paye, SOP, codification. Même principe fonctionnel. Vous voyez, je vais chercher mes codes POST. Je les retrouve ici. Nous, on en a créé 2 pour les enseignants et les BIAT. Voilà, on peut regarder une fiche, à quoi elle ressemble. Vous voyez qu'elle est rattachée ici, ce code POST est rattaché à son code gestion. Donc, voilà comment se fait le rattachement. Puis après, vous avez sa description. Voilà, je sors et puis juste pour vous montrer, voilà, code gestion. Donc, on en a créé 2. On a fait au plus simple. Voilà comment c'est structuré. Voilà, alors on retourne sur le dossier de l'EPNEC et puis on va aller voir où ça ressort. Ça vous donne une vue d'ensemble. Je refais la séquence création du dossier de paye. Alors 46. Donc ça, on a vu que c'était notre code correspondant. J'avance dans les étapes. Voilà, et c'est là. Voilà, c'est là que vous saisissez votre code gestion et il a automatiquement été chercher le code 1584 parce que comme il n'y a qu'un seul code de rattaché au 14035, bon, il a été le chercher directement. Sinon, il aurait fallu aller chercher dans la liste déroulante pour faire rattacher au même code gestion. Alors, je te laisse la parole, Sébastien, puisque là, on va, dans le cadre de la réalisation des paramétrages de paye, on a un schéma qui vous permet de vous montrer l'activation des dossiers de paye. Oui, tout à fait. Donc, on se trouve là dans le cadre d'une reprise de données GA qui a été effectuée. Également dans le cadre de paramétrages qui ont été montrés par Christophe, qui ont été introduits dans l'application. Et c'est pour vous montrer un petit peu les différentes étapes avant d'arriver à la mise en production. Donc, on va avoir différentes phases. Commencer par ouvrir la paye, comme ça a été mentionné, à un mois qu'on conseille être à M-1 de la double paye prévue, de la double saisie paye. Ensuite, procéder à quelque chose qu'on va détailler ultérieurement, qui est l'activation des dossiers paye des agents. Et donc, en même temps que de réaliser cette activation, effectuer la recette des dossiers de paye qui vont être générés par l'application. La recette de ces dossiers, c'est vérifier la cohérence donc, entre les données qui sont détenues par la DRFIP et les dossiers de paye qui ont été générés par WinPay Pulse RH. On va voir en détail sur les zones à regarder plus spécifiquement. Une fois que toutes ces étapes sont validées, on va clôturer la prise en charge du mois M-1. Et donc, en fait, cette première prise en charge, elle va se baser sur les dernières infos qui sont notées comme en vigueur dans les dossiers de l'agent, avec une bande geste qui va être générée également, mais qui ne va pas être envoyée à la DGFIP, puisque cette bande geste va reprendre tous les dossiers comme si on avait des créations, des prises en charge de dossiers de paye, en fait, en initialisation. Donc, toute cette phase va servir à valider
qu'on a bien les dossiers qui sont sous la même forme que les informations qui sont détenues par la DGFiP. Une fois qu'on a fait ces opérations, on peut passer donc à la phase suivante, qui est la phase de la double paye. Mais là, d'abord, je vais essayer de continuer à vous détailler avec des informations supplémentaires sur l'activation des dossiers de paye. On peut passer au slide suivant, Christophe, si tu veux. Voilà, donc une démonstration, je te laisse. Très bien. Donc, comme on l'a vu déjà tout à l'heure, on va créer le dossier de paye pour le générer avec le petit plus, la petite icône plus. On va rattacher ça au dossier sur lequel on souhaite créer le dossier. Voilà, de base, il prend le dernier actif, de toute façon. Une petite vérification sur les coordonnées bancaires. Tout est bon. Pareil sur les enfants et personnes à charge, en l'occurrence, là, il n'y en avait pas. Et donc, on va passer en revue le workflow et on va mettre l'accent sur les différents éléments à vérifier. Alors, forcément, renseigner le code correspondant du dossier en question. Un point également qui sera très important, c'est de regarder le numéro de dossier qui est actuellement détenu par la DGFiP, puisque de base, on va faire une prise en charge dans l'application. Cette prise en charge, s'il n'y a qu'un seul dossier, elle va commencer au numéro 00. Par contre, il est possible que la DGFiP ou la DRFiP dispose en son sein d'un dossier qui est la résultante de plusieurs dossiers de paye. Donc, il pourrait être numéroté 00, 10, 20, 30. Donc là, il va falloir vérifier les informations détenues et ensuite placer le bon numéro de dossier. Ensuite, on va basculer sur tout ce qui est information personnelle. On est sur des informations qui, là, dans la recette des données paye, sont moins cruciales puisque c'est pour l'essentiel des données administratives qu'on aura déjà validées préalablement. Donc, ce n'est pas sur ce point qu'on va insister dans les contrôles d'activation des dossiers de paye. Par contre, après, on retrouve des éléments dans tout ce qui est l'étape 3, donc la carrière, le poste. Donc, certains éléments à renseigner de toute façon dans tous les cas. La zone de résidence, notamment si vous vous trouvez dans une zone sur laquelle on paye cette indemnité. Donc, en l'occurrence, là, il n'y en a pas. Et également, vérifier le grade qui a été renseigné par l'application. On voit que là, il y a un grade contractuel BIATOS CDD-A. Donc, vérifier que ça correspond bien aux informations qui sont détenues de l'autre côté. Les codes gestion et les codes poste également, en cohérence avec le dossier enregistré également. Et ensuite, une vérification également qui va se faire sur tout ce qui est rémunération, donc les cartes 02, sur le SFT notamment, même si la vérification est assez simple, et puis sur le profil de cotisation, puisque voilà, on est homologué DGFiP, en fonction d'un certain type de dossier administratif, on génère des codes, donc en l'occurrence le code sécurité sociale, la retraite complémentaire, le code statut également. Voilà, il y a une vérification à faire pour vérifier que tout est cohérent de ce côté-là dans l'application par rapport à ce qui était le cas précédemment dans le dossier de l'agent. Ensuite, là, on arrive aux cartes de type 40, pas forcément de grosses vérifications sur le sujet. Et ensuite, le dossier est clôturé. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner les éléments principaux à vérifier sur l'activation des dossiers de paye dans cette phase-là. On a le récapitulatif à la fin pour vérifier tous ces éléments ensuite. Il précise bien là-haut qu'il est enregistré. Et puis, comme pour toutes les saisies en matière de paye, passage par un brouillon et une soumission du dossier de paye qui l'enregistre et le avec place ce en menu vigueur. là qu'on retrouve souvent avant de confirmer, on a toujours cette petite pop-up fenêtre là qui entre le oui et le non. Donc on va dire oui. Il y a un changement de couleur des cartes. Voilà, merci Sébastien. Donc
On passe à la préparation, à la mise en production de la paye. Donc, si je refais un petit tour sur notre schéma, voilà. Donc, nous arrivons à la fin de nos étapes. Nous allons voir cette étape 5. Donc, durant cette dernière étape, il va s'agir de réaliser la double saisie pour s'assurer que l'on atteint bien évidemment l'objectif d'être en conformité avec la réglementation. Donc, pour cela, il faudra pouvoir valider la génération des mouvements de paye et puis s'assurer de la qualité des bandes gestes. Donc, vous aurez donc à faire un travail de comparaison des informations obtenues, hein, un, du côté de votre système actuel et deux, du côté de l'application WinPay plus RH. Donc, Sébastien, je te passe la parole, je crois, pour une dernière fois, tout du moins, pour commenter notre schéma de déroulement du processus de double saisie. Donc, voilà. Oui, merci Christophe. Donc là, on vient d'effectuer notre contrôle des dossiers de paye. Tout est cohérent, on a pu le valider. Donc, on est passé dans une phase de recette de la paye à proprement parler et d'une double saisie, donc à la fois dans la base WinPay, donc où on va saisir uniquement les dossiers, les informations paye, hein, et une saisie qui va se faire également dans WinPay plus RH, où là, on va majoritairement saisir des informations administratives qui vont générer des informations de paye qui seront ensuite passées dans une bande geste. Donc, on prévoit, nous, à minima, une période de double saisie qui va se dérouler sur une période de 2 mois, au cours de laquelle différentes actions vont être à effectuer. On voit qu'il y a des petites numérotations là pour nous guider. Donc, si on prend le numéro 1, donc là, on est sur, ça matérialise, donc c'est le premier encadré dans notre tableau sur le mois M-1, donc le premier mois de double paye. On voit que là, ça matérialise la double saisie entre WinPay et WinPay plus RH. À l'issue de cette double saisie, on va sortir une bande geste pour WinPay et une bande geste pour WinPay plus RH. Et on va les comparer. On va les comparer pour voir les différences. Pourquoi est-ce qu'on a des différences s'il y en a, de où elles viennent. Et en l'occurrence, si c'est des différences qui proviennent de saisies, alors soit qui n'ont pas été effectuées dans WinPay plus RH ou qui n'ont pas été effectuées de la même manière, possibilité là également de réaliser une rectification des données dans WinPay plus RH pour coller aux données qui vont sortir de WinPay. Une fois ces opérations effectuées, la bande geste de WinPay est transmise à la DGFIP qui, elle, va nous faire un retour qu'on va intégrer donc à la fois dans WinPay et à la fois dans WinPay plus RH. Quand je parle de retour des éléments DGFIP, en l'occurrence, on va intégrer les fichiers KX, les cas notamment dans WinPay plus RH. Une fois ce premier mois de paye clôturé, la même opération va être réalisée en prenant en compte tout ce qu'on a pu visualiser sur le premier comparatif du mois précédent. Donc exactement la même opération, la saisie dans WinPay des éléments de paye, la saisie dans WinPay plus RH des éléments administratifs et paye, pour générer là encore 2 bandes gestes qui vont être comparées. Cette comparaison, elle va être facilitée par la mise à disposition par SEGAP d'un outil comparatif qui va vous être décrit ensuite par Christophe et qui va vous faciliter la vie de ce côté-là. Et là encore, le retour des GFIP qu'on reçoit et qu'on intègre dans WinPay et dans WinPay plus RH. Le petit jalon à la fin qui marque qu'en fait, si tout est conforme, s'il n'y a pas d'anomalie bloquante ou très grave détectée, on peut basculer ensuite dans une saisie qui sera faite uniquement dans WinPay plus RH, abandonner l'outil de paye qu'on a matérialisé là par WinPay, et ensuite donc un passage en production. On arrive donc à la fin du processus de déploiement à ce niveau-là. OK, et donc on passe à l'outil de comparaison des bandes gestes. Donc, en fait, on travaille à partir d'un fichier Excel. Donc, l'idée, c'est que vous importiez les fichiers donc issus de WinPay
et ici de WinPay plus RH dans le fichier Excel. Vous allez pouvoir visualiser donc les imports sous cette forme. Et ce qui est intéressant, c'est que l'outil va permettre de détecter automatiquement les écarts que vous pourriez avoir entre les deux bandes de gestes. Et donc, les écarts vont se matérialiser par ces petites cellules en rouge où il y a marqué faux. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez revenir sur vos informations. Donc, voilà, c'est un petit système qui vous permet de vous alerter sur les écarts éventuels. Nous en avons terminé sur la présentation des démonstrations, des schémas, etc., de tout ce cycle. Nous repassons la parole, Sébastien et moi, à Patrice pour la conclusion de cette séance. Écoute, Christophe, félicitations Christophe et Sébastien, parce qu'on est dans les temps. Ça a été mené un peu tambour battant et c'était peut-être un peu rapide à certains moments au vu de toutes les questions. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées dans le fil de discussion. Certaines, on a pu y répondre rapidement, d'autres nécessitaient un peu plus de traitement. Donc, premièrement, toutes ces questions, on les a enregistrées, elles vont derrière être regroupées, on apportera des réponses, on verra la façon dont elles sont communiquées, il y a probablement des réponses individuelles sur des cas un peu particuliers, donc qui seront gérées individuellement, et puis peut-être une FAQ qui sera communiquée ensuite. J'en profite, il y a un certain nombre de questions qui traite directement ou indirectement toute la question des paix de vacataires, des vacations. Et ça, c'est un sujet qui est prévu. Christophe, tu me contredis si je dis des bêtises. C'est un sujet qu'on va aborder au 3e webinaire. Oui, 17 juin, comme on voit à l'écran, là. Voilà, 17 juin. 3, il y aura pas mal, je pense, des réponses aux questions qui ont été posées là, qui seront montrées, en fait, physiquement dans l'application à cette occasion-là. Donc voilà. Merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui se sont inscrits et qui nous ont suivis ce matin pour ce webinaire. C'était pour nous un grand plaisir puisqu'on a passé quand même un petit peu de temps à préparer ça. Je remercie encore une fois Christophe et Sébastien qui ont préparé ça, ainsi que Thibaut qui est aux manettes derrière. Il fait la régie comme dans les shows, de façon à ce que ce soit réussi. Tous nos regrets, nos excuses d'avoir fermé les micros pendant cette séance, mais vu le nombre, je pense qu'on aurait perdu un petit peu le fil si on avait permis des réactions en direct, mais toutes vos questions ont bien été enregistrées. Bien évidemment, nous sommes et nous restons à votre disposition pour poursuivre le débat après et répondre à d'autres questions, ou si besoin est, puisque j'ai vu au moins une personne qui disait moi j'ai un petit écran, donc c'est pas toujours très visible les choses. Vous le montrez en direct. De toute façon, pour tous nos clients, les chefs de projet sont là, vous les connaissez, et ils sont là pour à chaque fois vous guider et vous montrer ce qu'il y a dans l'application. Pour tous les autres qui ne sont pas clients aujourd'hui de WinPay plus RH, bien évidemment, on est à votre disposition pour vous apporter des précisions, pour venir vous montrer l'application. Là, je pense que vous savez où nous contacter, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, ce webinaire se termine. Vous l'avez compris, il se positionne, et c'était tout à fait volontaire de notre part, dans une optique extrêmement concrète. Vous avez vu là un chemin en raccourci qui tient en 2 heures, alors que les projets sont un petit peu plus longs, évidemment, qui montre le chemin qui permet d'aller vers la mise en production en passant par cette étape qui est importante, qui est indispensable, de reprise de données, pour laquelle nous avons investi beaucoup de temps et d'énergie pour la rendre aussi fluide que possible et ordonnée,
d'où une approche assez séquentielle, telle qu'elle a pu vous être expliquée. Donc, nous sommes là dans vraiment une approche très concrète qui sera complétée dans les 2 prochains webinaires. Hein. Vous avez les dates qui sont rappelées à l'écran. Donc, le 3 juin, prochain webinaire, où on va vous présenter. Alors, j'ai du mal avec mon… La partie, oui, dossier titulaire. Hein. Voilà, on va vraiment voir le détail, la reprise de données manuelles et l'activation donc le 3 juin. Et puis, on aura plaisir aussi à vous retrouver pour le webinaire 3 le 17 juin. Donc, reprise de données manuelles et activation de la gestion du contractuel et du vacataire. Alors, j'en profite pour 2-3 petites choses en direct. Je rebondis. Il nous reste encore 3 minutes. Je vois une question de M. Barata. Merci beaucoup. Quelle est la durée de déploiement du projet ? Comme dans un très très vieux sketch, ça dépend. D'une part, les calendriers qui s'imposent sont d'abord ceux des établissements en fonction de leur agenda. Donc, il y a des points de passage, je ne reviens pas là-dessus. Après, de façon générale, pour des petits établissements, petits en nombre de personnel géré, donc on va être sur quelques centaines, 200, 300, 400, on peut raisonnablement tabler sur des projets d'une durée de 6 mois. Et évidemment, c'est variable et c'est adapté. Alors, en 6 mois, il faut tenir un certain rythme, évidemment, mais enfin, c'est complètement faisable. Sur des établissements de taille plus importante, nous avons aujourd'hui des établissements qui ont plusieurs milliers d'agents. Il faut bien évidemment compter plus. Donc, d'emblée, nous, on prévient, il faut s'inscrire dans des durées de 12 à 18 mois. Et encore une fois, la durée est très conditionnée par cette phase de reprise de données. Et on le mentionne, Sébastien en a parlé, ces projets qui sont structurants de basculer sur WINPE plus RH sont souvent l'occasion d'avoir des réflexions dans les établissements sur l'organisation, sur les structures, sur tout l'ensemble de choses. Et c'est le bon moment en plus pour le faire. Donc ça aussi, ça peut s'inscrire dans le timing, la durée du projet. Et sur la reprise de données, on récupère des situations qui sont ce qu'elles sont, avec des systèmes de gestion de carrière qui ont été plus ou moins bien renseignés, sur lesquels il peut manquer des données. Il y a toute cette phase-là de complétude. Elle est à prendre en compte. On commence, nous, à avoir un peu l'expérience au travers des projets que nous menons avec les clients. Donc, c'est pour ça que on vous donne ces durées qui sont des projets menés à bon rythme, mais d'un autre côté, ça ne sert à rien de se donner des objectifs qui seraient trop ambitieux en début de projet pour ne pas les respecter ensuite. Il vaut mieux prendre le temps de faire les choses bien et dans l'ordre. Donc voilà pour la petite réponse que je peux donner au passage. Nous avons divisé sur les webinaires entre titulaires d'un côté et puis on part de contractuels de l'autre parce que les situations sont différentes, les workflows sont différents dans l'outil, mais je précise que ces populations peuvent tout à fait, il n'y a pas d'ordre, on n'est pas obligé de faire les titulaires en premier, les contractuels ensuite, et puis les vacataires après, etc. Tout ça, évidemment, peut être fait en fonction des calendriers de projets qui sont définis. Il est midi, merci beaucoup, je vois que beaucoup de gens nous remercient pour ce webinaire. Voilà. Nous allons nous quitter pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour le 3 juin, ce sera dans les mêmes horaires, de 10h à midi. On essaiera d'être aussi performant, aussi clair et de tenir le timing. Bonne journée à toutes et à tous et merci encore.